affaiblissement du contrôle du gouvernement. Du gouvernement. Donc, ça veut dire que l'Assemblée nationale n'aura plus de contrôle sur Il le aura gouvernement. même le contrôle sur l'exécutif, ouais. C'est triste. Voilà. Réduction du débat démocratique, ça veut dire que vous n'avez plus voix au chapitre. Donc, ils vont prendre toutes les décisions qu'ils veulent sans pour autant vous... Ils vont juste faire le bruit, mais c'est Oligui qui valide. Voilà. Donc, vote automatique de la loi des lois présidentielles. Ça veut dire qu'ils vont voter seulement... Un recul démocratique hein, pour les Gabonais. Non, vas-y mon frère, je suis choqué en fait. Donc, ce sera juste un rôle symbolique qu'ils auront et non décisionnel. Ça veut dire qu'ils sont juste là comme des pantins. C'est des marionnettes qui sont là. Ils ne sont pas venus pour vous servir, ce sont des marionnettes qui sont juste là pour servir Oligui et donc juste voter ce qu'il envoie comme loi. Risque de dissolution pour... Tapotez-moi le live. Ils ne tapotent pas, ils ne font rien. Hein. Donc, ça veut dire que Oligui peut le incroyable à quel moment. Donc, c'est lui qui décide, c'est lui qui est maître de tout. Et on vous parle ici de 5e République. Dans la 5e République, on a dit quoi précédemment? Qu'on parlait ici de séparation de pouvoir. Ça veut dire qu'on avait le pouvoir législatif à part, le pouvoir exécutif d'un côté et le pouvoir judiciaire de l'autre côté. Bon, maintenant, on vous dit, qu'est-ce qu'on vous dit ici dans ce que je vous ai présenté, puisque tous sont aux ordres du président? Est-ce que vous pensez que là, il y a une séparation de pouvoir? Question. Parce que je vais maintenant vous poser les questions. On va maintenant faire comme on enseigne aux élèves ou aux étudiants. Pour que vous devez vous poser les bonnes questions. Comment ils doivent monter? Ceux qui soutiennent Oligui doivent nous dire en quoi Oligui Nguema a libéré le Gabon avec tout ce qu'on est en train d'énumérer là en fait. Moi, j'aimerais que ces Kounabélistes là, les gens qui soutiennent Oligui, qui font la politique d'Oligui, vous montez un peu sur le panel, nous dire. Parce que moi j'aimerais comprendre en fait. Ou bien nous avons un autre cerveau, vous avez un autre cerveau. De nous dire en quoi vous avez été libéré. Est-ce que c'est logique que tout ce qu'on cite là, ça se reproduit dans votre soi-disant 5e République? Et pourtant, vous avez dénoncé ça hier avec Ali. Donc, vous avez juste voulu qu'on enlève juste le nom d'Ali pour nous apporter un bonheur blanc. Blanc blonnet. Mais je ne comprends pas. Vas-y, mon frère. Donc, pour le peuple maintenant, on revient maintenant sur vous. Donc, représentation affaiblie. Ça veut dire qu'il n'y aura plus personne pour vous défendre. Vous êtes livré à vous-même. Il n'y a plus de démocratie, mes amis. Nous sommes dans un régime dictatorial. Ça veut dire que tout ce qui est fait est pour une partie. Donc, 10% de la population, donc ceux qui dirigent, vont vous donner tout ce qu'ils veulent comme ordre, vous donner tout ce qu'ils veulent comme directive. Vous n'aurez plus rien à dire. Moins de transparence. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de transparence dans tout ce que vous aurez. La responsabilité politique, il n'y a plus de responsabilité. En tout cas pour vous, c'est pour eux qu'ils vont tout décider et à leur avantage. Vous n'aurez plus d'avantage. La concentration du pouvoir dans une seule main. Ça veut dire que vous avez acté et vous l'avez donné tous les pouvoirs. Donc ça veut dire que lui, il pourra décider de faire de vous tout ce qu'il voudra. Et il n'y aura personne pour contester ce qu'il est en train de dire. Puisque vos représentants, qui sont les députés, et les sénateurs, et tout ce que vous avez voulu voter, bah, ils ne vous serviront pas. Puisqu'ils ne sont pas là pour vous. La hausse du mécontentement populaire, même si vous vous plaignez, vous allez continuer à crier, ils n'en ont rien à battre. Puisque vous avez vous-même acté la chose. Donc, le risque de crise politique durable, ça c'est clair, mais bon, après, ce sera juste vous qui allez crier et puis eux seront dans leur tour, en fait. Et vous allez crier tant que vous voudrez, ils sont dans leur tour et puis ils font ce qu'ils veulent. Donc, moi, je ne pourrais vous dire à la fin que vous êtes responsable de cette situation parce que vous avez quand même cautionné et participé à ça. C'est-à-dire qu'en n'étant pas rigoureux, en ne comprenant pas les enjeux, parce que nous sommes quand même à un tournant, beaucoup de pays comme nous ont les yeux ouverts maintenant et réagissent. Vous n'êtes plus à l'époque où on n'avait pas de téléphone, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Là, vous êtes informé en temps en heure. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même tu prends ton téléphone portable, tu peux avoir les informations, tu cherches la constitution gabonaise, tu l'as sur Internet. Le code électoral, tu l'as sur Internet. Aujourd'hui, même, tu n'as même pas besoin d'avoir même une personne pour t'expliquer ça. Pour les personnes qui ont des téléphones portables, vous avez des IA maintenant. Ça veut dire que l'IA même peut te vulgariser le droit pendant qu'on y est.
Donc, tu pars par exemple sur Perplexity, tu poses une question par rapport à un document, il te donne des informations claires et concises. Avec un français, tu demandes avec un français terre à terre, il va te le donner. Donc, à un moment donné, l'IA est là pour ça aussi. Donc, vous êtes dans un monde évolué où il y a beaucoup d'informations. Prenez des informations. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de quelqu'un pour vous aider. Informez-vous. Comme je disais, pour les autres qui parlent partout sur les réseaux, vous aussi, vous devez aller faire des capacités de droit. C'est important parce que vous devez connaître quels sont vos droits. C'est vrai que c'était au ministre de la Famille de le faire, c'est-à-dire mettre en place des campagnes de sensibilisation par rapport à la Constitution, par rapport au code électoral avant chaque vote. Mais ça n'a pas été fait. Bon, mais même si ça n'a pas été fait, ça ne nous rend pas responsables des actes que nous posons. Nous sommes des citoyens et nous avons des droits et des devoirs en tant que citoyens. Ça, à chaque fois, on vous le dit, mais vous êtes citoyen d'un pays, vous n'êtes pas des momies ou des clowns pour pouvoir subir ce qui se passe. Vous devez être là et ouvrir vos yeux et participer au monde qui vous entoure. C'est pas les gens qui vont décider pour vos vies. C'est vous qui devez être maître de vos destins. C'est un destin commun, certes, mais vous aussi, les Gabonais, il faut vous battre pour ça. Parce qu'aujourd'hui, on a fait dans le Kounabéisme pendant plusieurs années, depuis les années 60. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Qu'est-ce qu'on a eu comme retour? On n'a rien eu. Bon, aujourd'hui encore, les gens viennent te dire qu'au Légui, on t'aime. On te donne 400, tu vas aimer au Légui. Tu n'aimes pas ton père, ni ta mère, ni ta femme. C'est au Légui que tu vas aimer. Bon, à un moment donné, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec des personnes jusqu'à cette année, en 2025, qui ne réfléchissent pas, qui ne pensent qu'à quand ils ont reçu leur petit 5 000 à court terme. Donc, tu as eu le petit 5 000 là. Tu vas manger combien de choses avec le 5 000? Alors que si tu te battais, par exemple, pour un parlement où tu as des personnes indépendantes qui n'ont pas de casserole au dos, qui vont venir, par exemple, défendre tes droits, ou bien un président qui soit un président clean, qui va venir défendre tes droits, qui vont dire que, par exemple, pour un Gabonais, voici ce qu'on prévoit. On prévoit 1 000 euros, par exemple, par individu. Parce que, effectivement, tout ce qui est prélevé dans notre sous-sol, ça va dans les poches de qui? Ça va en majorité dans les poches de ces gens-là. Aujourd'hui, on vous a parlé de Delta Synergie. Depuis Delta Synergie, on est où? Delta Synergie qui sert à blanchir l'argent. Parce que c'est une seule partie, c'est la famille en question là qui prend l'argent là. Même dans des entreprises du Gabon là, on a maintenant juste changé le nom. C'est maintenant le nom de la personne en question qui est maintenant avec ses jouisseurs, qui mettent maintenant leur nom devant certains avantages qui sont pris dans les entreprises. Donc, on revient au même système, c'est seulement qu'on a changé de tête et l'autre aussi est venu prendre sa part du gâteau. Donc, moi, je dirais seulement aux Gabonais que c'est bien ce que vous avez fait. Continuez à être insouciant et inconscient. Les conséquences sont vos conseils, mieux que les conseils, et vous allez manger les... Aïe. Merci beaucoup. Donc, c'est quand même pathétique, hein? C'est quand même pathétique et regrettable que les Gabonais sont toujours là, à aller dans un autre sens, au lieu de se focaliser sur le sens de la restauration des institutions et la restauration de la dignité des Gabonais, qui n'a jamais été effective, qui n'ont jamais été effectives. Vous ne regardez pas ce sens-là. Ce qui vous intéresse, il ne faut pas abandonner les Gabonais. Ce qui vous intéresse... Mais ils se sont abandonnés eux-mêmes. Est-ce que c'est nous qui les abandonnons? Eux-mêmes, ils se sont abandonnés eux-mêmes, ils se sont livrés eux-mêmes. Les Gabonais, c'est des routes. C'est, en guillemets, c'est les infrastructures. Mais voilà, regardez la base. Les immeubles tower. Regardez. Pendant que votre santé est pour les Gabonais. Monsieur Bilé Bizé, il passe son temps à faire des conférences. Matin, midi, soir, pour vous dire des choses. Au lieu d'aller regarder là-bas, d'écouter. C'est le seul homme politique maintenant qui fait le bruit au Gabon. Les autres sont partis à la mangeoire, ils font la politique d'Oligui. Lui, au moins, il a eu une bonne posture. Il dit qu'il est devenu opposant parce qu'ils ont perdu. Il est maintenant opposant. Mais les gens qui étaient avec lui auparavant, le parti politique qu'il était, ils sont avec Oligui aujourd'hui. Ils sont maintenant à l'Assemblée nationale en train d'aller valider les choses qu'Oligui est en train de faire. Mais ce sont les gens-là que vous préférez suivre. Parce qu'on vous a lobotomisé le cerveau. Parce qu'on, je ne sais pas qu'est-ce qu'on vous a fait ici, c'est le fétiche. Je ne comprends pas que jusqu'à présent, l'homme gabonais ne regarde pas l'essentiel. Je ne comprends pas. Ils sont en train de faire des lois, des ordonnances matin, midi, soir, qui ne vont pas dans le sens des Gabonais. Ils le font sans vous.
On dit, il y a une adage qui dit, ce qui se fait, peace, ce qui se fait sans vous est fait contre vous. Contre vous, c'est ça. Ce qui se fait sans vous est contre vous. Voici maintenant les conséquences. Ça concerne les conseils. L'amnistie. Ça appelé les parlementaires qui doivent normalement vous représenter à l'Assemblée nationale. On fait maintenant l'amnistie par ordonnance. Les choses du Gabon. Pourtant, la constitution gabonaise ainsi que le code de procédure pénale ne le dit pas. Ce sont des choses de votre pays. Donc, je pense que... Tu veux dire encore quelque chose? On va couper le live. On va faire des longs lives. Moi, je suis fatigué de ça. Comme tu as parlé des codes en question, comment vous voulez qu'ils respectent ces codes puisque les Gabonais eux-mêmes ne s'insurgent pas? Ils ne sont non. Avant de s'insurger, il faut être informé. Ils ne sont pas informés. Regarde aujourd'hui, leur truc, tu vas sur Internet. Ce qui intéresse les Gabonais, c'est le truc qu'ils ont fait à Haute-Goué. Bonne appel. Le buzz, oui, la personne qui... Oui, oui. Tu vas lire les commentaires. Oh, Ali nous a reculé, hein? Vraiment, le pays avance. Je dis, le pays avance dans quoi? Tu n'as pas à manger, tu n'as rien. Il n'y a pas de textes de loi qui sont retrouvés au Gabon. L'état de droit, tu dis que tu avances où? Oh, on nous a fait le tour, ça tourne, hein? Oligui, vraiment, c'est un bon président. Tu vois, en fait, ils sont dans l'émotion, dans la bêtise absolue. C'est ça. À quoi que, c'est une politique qu'ils ont mis en place de distraire ce peuple-là, voilà, d'orienter souvent ce peuple dans des conneries, et les vraies choses, ils sont en train de faire comme ils ont fait tout à l'heure, là. Maintenant, quand on vient parler, tu vas voir des gens qui vont dire que non, toi, tu ne maîtrises pas la politique. Il n'est pas question de politique ici. Il est question ici de respecter les textes de loi, de les appliquer. C'est ça qu'il faut, c'est ce que je suis en train de dire. La procédure n'a pas été respectée. Pour qu'une amnistie puisse avoir une valeur de loi, c'est le Parlement qui doit discuter et voter. Et que dit la Constitution? Que dit la Constitution? C'est-à-dire que sur rien, on vous met... Le code de procédure pénale le dit. Je vous donne l'article 585. C'est ça, hein? L'article 575. L'amnistie doit passer par le Parlement pour qu'elle puisse avoir une valeur d'une loi. Donc, notre frère, comment il s'appelle? Voilà, notre frère là, Kelly Ondo, quand on va remplacer Oligui, il va retourner en prison. Et quand c'est sous la ceinture, c'est là où tu vois... a été respecté. C'est fait et sur les panels pour venir, que tu as 1000 personnes qui viennent là pour sauter. Quand tu dis que oh, tel est sorti avec tel ou tel, ça les intéresse. Mais quand on fait des choses qui concernent leur vie, là, il n'y a plus personne. Ça, c'est des détails. Non, c'est pour juste dire aux Gabonais qu'à un moment donné, il faut être sérieux, quoi. C'est leur vie qui est en jeu, c'est la vie des Gabonais. C'est leur business, la distraction. Tu veux qu'elle soit... Moi, je n'ai pas besoin d'avoir des gens de connecter. Je dis ce que j'ai à dire. Je prends mon live, je mets sur Facebook et sur TikTok et sur YouTube. C'est les papas qui sont là-bas qui vont suivre. Et là-bas, il y a plus de commentaires, plus de... Je n'ai pas besoin de... Mon frère, je suis à un autre niveau. C'est juste pour quand même dire aux Gabonais qu'à un moment donné, il faut être sérieux. Laisse-les dans la distraction. Ils vont se retrouver sur le manger les cailloux. Vous savez, ils vont manger les cailloux. La preuve, c'est beaucoup de personnes qui m'écrivent en privé. Dénonce ça, dénonce. Je dis que je ne suis pas je ne suis pas un média. Je ne suis pas aussi votre procureur. Il faut dénoncer. Vous me payez. Maintenant, quand on vient vous expliquer maintenant les choses, vous n'êtes pas là. Vous m'écrivez quand vous dénoncez. Allez-y voir vos activistes qui sont au Gabon, ainsi que votre président. Vous avez dit que les choses ont changé. Monsieur MDB, on vous écoute. Bonjour à tous. Bonjour. Vraiment, franchement, l'école ne fait pas l'homme, hein. Moi, je suis très choqué de voir qu'au Gabon, au fait, les gens sont tellement distraits par des inaugurations, la construction des infrastructures. L'inauguration, par exemple, de ce qui a été fait, ce qui a été fait à Franceville. Mais vous allez, au fait, vous pensez que si la population n'a pas d'argent pour aller là où il y a les manèges, parce que c'est privé, ce ne sera pas gratuit, parce qu'il y a l'électricité. Vous allez avoir quels moyens pour s'y rendre? Il y a pas, vous êtes dans le chômage, hein? Moi, je pense que même là, c'est vous mettez la charrue avant les bœufs. En fait, la priorité du président devait être de créer des emplois. C'est-à-dire que c'est pas forcément par
c'est pas forcément par la fonction publique. Et moi, je suis très choqué de voir que les Gabonais, en fait, le président et les membres du gouvernement, eux, ils voient seulement le côté de la fonction publique. C'est faux. L'État peut prendre en charge tous les secteurs de son pays, tous les secteurs du pays, en mettant en place des entreprises privées. C'est-à-dire que l'État peut avoir des entreprises privées et ça embauche des Gabonais. C'est-à-dire, vu que comment on appelle ça? Comment on peut accepter, par exemple, étant donné que les Camerounais nous font la bouche avec le fait qu'ils disent qu'ils nous nourrissent. Ben moi, je me dis, l'État peut prendre en charge des entreprises, peut mettre en place des entreprises avec un capital pour pouvoir développer le secteur agricole, l'élevage. Et ça va créer de l'emploi au Gabon. Et dites-vous bien une chose, la conséquence, le fait que les Gabonais ne travaillent pas, au fait, on est en danger. Parce qu'aujourd'hui, de nombreux Gabonais, le fait qu'on fasse l'école, les Gabonaises ne veulent pas faire des enfants sans, comment on appelle ça, sans avoir une stabilité. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit la conséquence de faire trop l'école, c'est aussi ça. Parce que quand on fait l'école, on est conscient, on sait qu'on n'a pas de moyens, vaut mieux rester comme ça. Et le temps, il y a de nombreuses Gabonaises qui sont là, qui ne peuvent pas faire des enfants parce qu'elles n'ont pas de stabilité. Et le président, en fait, il est élu par les Gabonais. La priorité, c'est d'aller vers ce qui est essentiel, c'est-à-dire créer des emplois. Il faut créer des emplois, monsieur le président, au lieu de chercher d'abord à donner un ordinateur à un étudiant. Ah, ce sont des programmes illusoires. Ordinateur et étudiant, il a pensé, genre de l'USTM qui sont en train de faire grève là-bas. Voilà. Est-ce qu'il a pensé à ces étudiants-là? Et même encore. Ils sont assis là-bas dans les locaux là-bas, ils sont en train de pleurer. Ils n'ont pas de bourse. Et c'est dans les ordinateurs que il va offrir aux gens, il fait les manèges. Vous offrez les ordinateurs vous offrez les ordinateurs et les manèges. Or, il y a le pays, il y a des coupures d'électricité, il n'y a pas d'eau. Mais on est où, au fait? Moi, je me dis, quand on est sérieux, quand on aime une population, il faut aller vers l'essentiel, créer de l'emploi. Les Gabonais ont besoin de travailler, ils veulent développer leur pays, ils ne veulent pas sortir pour aller ailleurs. On n'est pas nombreux, on est moins de 2 millions. On est moins de 2 millions. Et pour pouvoir faire en sorte que notre pays soit stable et que pour la population autochtone soit toujours présente, ben, il faut qu'on crée des emplois. On donne aux Gabonais, aux Gabonaises l'opportunité de travailler. Mais non, mais là, on a affaire à des égoïstes, au fait. Des personnes qui ne pensent qu'à être plus forts que les autres. C'est-à-dire que quand ils arrivent dans des villages, ils veulent être les seuls à avoir des voitures. Ils veulent être les seuls à aller à la Tour Eiffel. Ils veulent être les seuls à aller à New York. Mais non, mais c'est quoi cette mentalité? C'est quoi cette mentalité de bons villageois? Ça ne peut pas changer MBD parce que c'est le système Bongo PDG qui est toujours là. Et façon en fait de maintenir leur suprématie sur le peuple gabonais. Et rien n'a changé. Et le Félix a raison. Rien n'a changé parce que quand vous connaissez un vrai Gabonais qui connaît le paysage politique de 2005 et le paysage politique d'aujourd'hui, en fait, rien n'a changé. Parce que tu vois toujours Chantal Niboto, mais franchement, ça me fait rire. Les gens qui étaient toujours... En 2005, on les voyait. Aujourd'hui, on les voit. En fait, c'est comme c'était... On va dire, ce sont des nouvelles personnes. Je suis choqué. Mais les Gabonais viennent liker, viennent commenter des personnes qui ont créé, qui ont volé l'argent du pays. Qui ont pillé, mais c'est quoi? Mais c'est l'ignorance ou on est en vous deuxième? C'est la même eau qu'on consomme, l'eau de la SEG là. Je ne comprends pas. C'est l'ignorance. Je ne comprends pas. C'est l'ignorance ou bien tout le monde est devenu, tout le monde court vers comment on appelle ça, l'argent, tout le monde veut, mais c'est quoi ça? Le but c'est que MD, les Gabonais pensent que rien ne va changer, rien ne changera au Gabon. Donc tout le monde cherche maintenant une place au soleil. Tu comprends? Tant que j'ai une place quelque part, je mange ma part et je bouge. C'est ça en fait. Ils ne pensent pas à l'intérêt général pour dire, ou bien au moins au futur pour dire que, le Gabon changera. Vous mettez que je reste, tu vois, non? Je reste dans ma lignée, ou de moins, j'ai les pieds bien dans les bottes, pour que demain matin, on ne me pointe pas de doigt, me dire que non, j'ai participé à celle, j'ai participé. Non, chacun veut manger sa part. Le nombrilisme, c'est ce qui existe au Gabon aujourd'hui. Voilà pourquoi tu vois certaines personnes comme celui-là qui a raté les élections, que Dieu me bénisse. Tu as vu ce qu'il a fait à l'Assemblée nationale? Jean-François Fongoula. Ne sais pas son nom ici.
Il a fait quoi l'Assemblée nationale? Il est parti faire l'éloge d'Oligui. Pendant que les juristes sont en train de dire que non, la loi dit ça. Il dit non, vous avez une mauvaise lecture. C'est pas comme ça. Même quand Olingema a fait ça sur la charge de la transition, il y avait un artiste, c'est 43 ou 24, qui disait que Olingema était ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur. Dans la même charte, le 3 septembre ou le 4 septembre, là. Tu comprends? Et ça disait quoi? Que les membres du gouvernement ne peuvent pas se présenter à l'élection présidentielle. Y compris Oligui lui-même. Ils ont vu ça. Ils sont allés modifier la loi en février. Est-ce que la loi est rétroactive? Vraiment. La loi est rétroactive? Non. Non. Ça n'est pas de la personne qui gérait le gars, qui devait venir après Oligui, qui devait être impacté par la nouvelle la loi de février. C'est ça. Oligui m'a dit que non, c'est le maître suprême, même s'il a changé en février. L'affaire du 4 septembre ne le concerne pas. Et pourtant, il était ministre de l'Intérieur et ministre de la Défense. Il veut dire qu'on a une mauvaise lecture. Oh, pour raconter des histoires. Et ce sont les gens comme ça, là. Pourtant, il a dit qu'il s'incline avec l'unité et l'appel à la maturité démocratique. Il a dit qu'il s'incline avec l'unité et il appelle à la maturité démocratique. Il a fait le bruit ici pour dire que non, on a une mauvaise lecture. Pourtant, c'est faux. Pourtant, la population gabonaise est l'une des populations où au fait, qui a accès à l'école, au fait, mais je ne comprends pas comment ça ne veut pas dire aussi que tu connais bien l'école, hein. Aller à l'école plus tôt, c'est autre chose. Mais c'est quoi cette histoire? Moi, au fait, vous ne savez pas faire la différence entre le développement et le progrès. Même, au fait, vous pouvez avoir des immeubles, vous ne serez jamais un pays développé. C'est pas ça qui fait le développement. C'est l'accès aux infrastructures. Est-ce que un Gabonais a accès aux infrastructures? Ça dit qu'à l'hôpital. Ça dit que tu n'as pas besoin de passer par Facebook pour faire des demandes. Mais les besoins primaires, mon Dieu, mon roi, nous tous on était à l'école, hein, la pyramide. Et la route. Pas la route de béton, hein. La route qui permettra que on puisse acheminer les produits de telle province dans telle province. Il y a ça là-bas. Mon Dieu, mon roi, mais c'est quoi cette population qui a été faite une nationale, que ça revient du Bitam? Tout le monde. Ça avait directement au Haut-Toué. Que les gens ne Bitam pas le boulevard triomphal. Comme la route du boulevard triomphal qui avait été faite par la Yougoslave. Tout le monde est en train d'encenser le président sur des choses qui vous reviennent de droit. C'est-à-dire que parce qu'il a payé les retraités, il a donné l'argent aux retraités, et on dit non, il est bien. Mais non, mais c'est quelque chose qui revient de droit. Moi, je comprends pas. En fait, c'est de la folie. Moi, je comprends pas. Vous avez voté une personne parce que la personne a payé quelque chose qui revient de droit. Moi, je comprends pas. Or, il doit s'occuper moi, je pense que la capacité, c'est-à-dire que lui, il doit s'occuper des chômeurs, des gens qui sortent de l'IOB. Tout à l'heure, quand vous avez tapoté, l'audience a monté. Quand vous ne tapotez pas, l'audience baisse. Les gens qui sortent de l'IOB, là, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Vous n'envoyez pas les orientés, vous ne foutez absolument rien, vous regardez juste le live. C'est comme si c'était excuse-moi, c'était comme si c'était des robots. Vas-y, MB. Les gens qui sortent de l'UOB, qu'est-ce qu'ils apportent au Gabon? Même le président, si le président avait quelque chose, une vision. Moi, je pense même qu'il devait dire, bon, ok, l'UOB, on doit changer et que tous ces départements-là, les sociologies, philosophie, étant donné que ça forme plus de des milliers de Gabonais, qui ne coïncident pas avec les réalités de l'emploi. Au fait, ça dit que si les entreprises ont besoin d'ingénieurs ou encore des personnes qui sont au niveau, qui ont des compétences au niveau de la fabrication, de la transformation du bois, ben, qu'on revoit les statuts de l'IOB et qu'on cherche à faire en sorte que l'IOB ne soit pas si grand que ça et qu'on forme des Gabonais en fonction des réalités comment on appelle ça? De la demande, comment on appelle ça? La demande auprès des entreprises. C'est quoi cette histoire où on maintient les mêmes. Au fait, le président ne fait même pas des grandes réformes. Ça dit que les réformes sur les universités au Gabon. Il faut revoir l'IOB. L'IOB, ça crée des chômeurs. Les gens partent là-bas par défaut. Moi, je me dis, mais c'est quoi cette histoire-là? Même le Parlement de transition, je sais pas là, ils n'ont même pas cherché à revoir ça.
étant donné que c'était des personnes, il y avait des chrétiens à l'intérieur. Il devait remettre en question l'existence de l'IOB. Moi, je dis, l'IOB, on doit revoir l'IOB. L'IOB ne doit pas accueillir assez de monde. Et qu'on doit créer des universités spécialisées au niveau des matières premières du Gabon. S'il faut transformer le bois, il faut transformer le bois parce que je sais qu'en France, si on vend notre bois transformé, ça va créer des débits, ça va créer ça va forcément créer de la valeur ajoutée. Mais c'est pas en amenant les gens vers l'IOB. Au fait, on est passif. C'est un gouvernement passif. On subit ça, au fait. L'IOB, c'est une hécatombe. Moi, je me dis, il faut revoir l'IOB. Soit ça revient, comment on appelle ça, tous les départements deviennent des écoles, peut-être des spécialités, mais enlevons l'IOB. Et moi, c'est grave ça. Monsieur le Président, il faut revoir votre politique. Il faut avoir des ambitions pour le peuple. Pardon, il n'a qu'à partir, ne le voit rien du tout. Qu'il parte, il libère la ligne. Et même là, si Olinguima part là, qui va remplacer Olinguima? Parce qu'il y a il y a aussi on appelle ça comme un droit, un vide juridique. Vu qu'Olinguima est premier ministre, il est ministre, il est président. S'il part là, il démissionne, on fait comment? C'est ça. Hein? On va se faire avec Mundunga. Il y a un vide juridique apparemment, il y a un vide juridique. Pour le choléra. Même Mundunga, mais Seigneur Jésus-Christ et Nazareth, même des gens comme ça, quand tu as l'histoire de la politique gabonaise, tu ne peux pas admettre, tu ne peux pas, en fait, c'est indigeste d'avoir Mundunga, Seigneur Jésus. Celui qui a créé des problèmes aux Gabonais. On était, moi, j'étais à l'éducation nationale. Mais mon Dieu! Ali Bongo lui avait donné les pleins pouvoirs. Ce monsieur a fait le tour du Gabon aujourd'hui. Les mêmes pleins pouvoirs. Vous pensez que, attendez, mais vous pensez que c'était Ali Bongo qui était le problème? C'est pas seulement Ali Bongo. Même ce monsieur il a fait par son, que vous m'excusez, mais par sa médiocrité, de nombreux Gabonais on était en première. Il a fait en sorte que les gens aient des problèmes. Parce qu'il pensait être le plus intelligent du Gabon. Or, non. Il a créé des problèmes aux gens. Mais aujourd'hui, on écoute M. Mundunga qui vient donner des leçons de morale aux gens. Mon Dieu, mon roi. On est où, au fait? C'est ça. Donne donc point de vue concernant la NIPSI. On va bientôt couper le live parce que je ne vais pas durer là. Tu as un mot à dire concernant les deux sous-parties là? Alors, comment on appelle ça? Là, on a fait les divers là. Ouais. J'ai écouté ton live et j'ai écouté ce que tu disais et c'est normal et tu as raison. S'il y a, comment on appelle ça, un nouveau président, au fait, les Kelly-Ondo sont poursuivables, au fait. Il faut passer par comment on appelle ça? Il faut passer par l'Assemblée nationale pour que les choses soient bien faites. Voilà. Et que, comment on appelle ça? Ceux qui ont bénéficié de la mission, au fait, ben moi je pense qu'au fait il faut passer par comment on appelle ça, le bon cheminement. Et aussi il faut dire qui bénéficie de ça, au fait. On ne connaît pas. Il faut détailler qui bénéficie de ça parce que quand on est seulement dans le général, on ne sait pas qui est qui. Voilà mon point de vue. Et moi je dis, moi je suis d'accord pour ça. Il faut bien détailler les choses. C'est pas que ça que tu es d'accord, c'est ce qui est écrit. C'est dans leur code de procédure pénale. C'est ce qui est écrit là-bas. Moi, j'ai lu le code pénal, j'ai lu la nouvelle constitution et je sais que le président, il a les pleins pouvoirs. Comment on appelle ça? J'ai vu que vraiment pour toutes les personnes qui ont lu au fait la nouvelle constitution, ce qu'ils ont fait. C'est grave, au fait. C'est grave. Au fait, le président, il a les pleins pouvoirs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas remettre en question le président de la République. Même comment on appelle ça, le Parlement ne peut pas remettre en question le président de la République. C'est-à-dire que si le budget c'est ça, vous allez rien faire. C'est lui, tout passe par lui, au fait. Tout est centralisé. On va dire, c'est comme si, bon, vous avez dit que c'est lui le dieu du Gabon, ben, il est le dieu aussi sur la constitution gabonaise. Personne ne peut reprocher au président quelque chose. Or, dans un État démocratique où on doit remettre en question les choses, on doit remettre en question, le président n'est pas un dieu omniscient, il est humain. On peut remettre en question sa manière de fonctionner
aussi, pourquoi pas les parlementaires peuvent proposer des choses qui vont peut-être, que le président ne va pas aimer, mais que lui, il n'a pas ce pouvoir-là à remettre en question. Donc, ça devient indigeste du fait que le président, tout passe par lui et tout est fait par lui. Un pays sérieux ne peut pas fonctionner comme ça. Ça dit que le Gabon va fonctionner sur une seule intelligence. Ça dit que la seule tête, le président va tout filtrer. Mais c'est au fait, je suis choqué de voir que le Gabon, malgré qu'on fait les études, les gens ne lisent pas, les gens ne se cultivent pas, et les gens ne savent pas remettre en question les choses. On est dans l'émotion, le football. C'est les gens qui gèrent le Gabon qui le font. Voilà pourquoi je dis Olinguema nous a menti, m'a menti. Parce que ce qu'Olinguema devait faire au début, c'est d'abord montrer aux Gabonais quels sont leurs devoirs et quels sont leurs droits. Quand on parle de la restauration de la dignité, c'est ça. Mettre le Gabonais au centre de tout. Est-ce que ça a été fait? Non. Voilà pourquoi tu vois certains Gabonais, ils disent même que la loi dit ça, on s'en fiche. On dit on va juste faire ce que le président demande de faire. Ce qui arrange, c'est ce qu'on va faire. Est-ce que c'est normal dans un État qui est censé être libéré? Vraiment. Et ce sont les gens qui ont appris. Par exemple, le monsieur qui était à l'Assemblée nationale, il n'a pas appris par contre lui, le longo là. Il a appris, non? C'est la fin qui fait ça. Quand il vient censer au Ligui dans les conneries, c'est la fin. Quoi? Je vais un peu m'appuyer un peu sur ce monsieur. Franchement. Non, faut pas t'appuyer dessus, on va pas parler dessus, pas mon live. J'ai pas donné. On s'appuie pas dessus aussi, non. C'est juste une parenthèse. Mais il est indigeste, franchement. Lui, il est indigeste, tu vas faire le live, tu peux parler de lui, c'est un non-aime. Donc, les gens comme ça, les gens comme ça qui détruisent le Gabon. Et tu vas me dire que non, ils sont pas instruits. Ils font la politique du ventre. Donc, conclusion, moi, ce que je dirais, c'est que déjà, les Gabonais doivent savoir c'est quoi le mot démocratie. Le Gabon est une démocratie. Donc, donc la définition du mot démocratie, c'est forme de gouvernement dans laquelle la souveraineté appartient au peuple, État ainsi gouverné. Donc, ça veut dire que ça appartient au peuple. Mais si... Apportez, partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez Good Life. Merci beaucoup. C'est pas la télévision ici. Si on a des députés ou des sénateurs qui sont aux ordres du président, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de parlement, on n'a pas besoin d'assemblée. Puisqu'apparemment, vous faites ça politique. Donc, à ce moment, enlevez tout et vous le laissez seul maître de tout faire et ce qu'il veut. Je ne vois pas pourquoi on fait toutes ces élections. On nous fait dépenser de l'argent, on va prendre des crédits, on va s'endetter pour continuer à financer quelque chose qui ne nous sert pas, en fait, qui sert qu'une seule personne. Parce que de toutes les manières, il n'y aura pas de contestation, il n'y a pas de débat politique. Donc, ça ne sert à rien d'avoir un Sénat ni un Parlement. Moi, je trouve que c'est illusoire. Effectivement. C'est juste, en fait, tu vois, comment je veux dire ça? Une mise en scène, pas une mise en scène. Une mise en scène, c'est un théâtre qui sont en train de jouer avec nous, c'est tout semblant. Vous venez juste faire votre petit rôle là, et voilà, mais les décisions se prennent là-bas. Voilà, donc, il n'y a pas d'importance d'avoir des sénateurs. Ça ne sert à rien. Quand on reparte même l'autre là, que le Gabon soit une monarchie, ou de moins comment je peux dire ça? Quel exemple je peux prendre là? Où il n'y a pas de député et tout, on peut dire quoi? C'est une monarchie? Même la monarchie? Une dictature. Non, dictature, on est déjà dans la dictature. En fait, enlever tout ça, enlever la République. Il n'a fait la République là. Parce que ça ne sert à rien. Il n'y a pas d'institution, il n'y a rien ni truc. C'est un homme qui donne on appelle ça? Qui donne les ordres. Donc, ça ne sert à rien. Un pays où la fondation un pays où la fondation de la première dame a plus de moyens que le ministère de la Santé pour aller offrir. Mais c'est quoi? Mais on est toujours dans des bêtises, Seigneur. Ouais, on a enlevé tout ça. Député, ma mère. Et tout le monde trouve ça normal. Oligui n'a qu'à placer sa tante à l'Assemblée nationale, elle va manger là-bas, son oncle. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut, du Gabon. À la CNAM-GS, les gens cotisent. Mais tout le monde trouve normal que à l'hôpital, lorsque vous partez, on vous dit non, la CNAM-GS, on ne prend pas. Mais mon Dieu, mon roi, mais l'argent passe où? On vous prélève ça automatiquement. Mais tout le monde trouve ça normal. Et ça, c'est vrai que le Phénix a raison. Mais si vous avez délivré le peuple gabonais du mal, pourquoi vous faites les amnesties entre vous? Voilà. Normalement, pourquoi si vous avez fait du bien?
étant donné que pour nous, Au point, ils ont même une fête, la fête de la quoi? La libération. Hey! Pourquoi l'homme fait et ça même ici? encore, c'est grave. Non, mais déjà mettre même l'armistice pour certaines personnes, ce n'est pas normal dans un pays démocratique. La loi ne peut pas servir qu'à certaines personnes. Tu connais d'abord. Non, je ne parle pas à certaines personnes. Hein. Viens écouter, il faut bien écouter ce que je dis. Non, je sais, mais quand tu dis que dans les civils et les militaires, on ne les connaît pas. Peut-être qu'ils sont même à 100 000. C'est ce que j'ai dit que déjà pour une partie de la population, alors qu'on doit voter une constitution, donc le droit doit faire allusion à tout le monde. Ça ne doit pas tenir compte d'un groupe de 10 ou 15 personnes, en fait. C'est très grave, en fait. La constitution est pas 10 constitutionnelle. Ils sont plusieurs. Ils ne sont pas 10. On te dit qu'il y a les civils dedans. Oui, mais je dis que dès le moment où la constitution tient compte de seulement un groupe de personnes, c'est mais elle a été taillée, non? Oui. À l'image d'un individu. Donc c'est logique, la constitution comme ça appartient qu'à un groupuscule de personnes. Les gens qui sont avec Oligui Nguema, c'est eux les rois. Et pourtant, la constitution comme ça, c'est la loi suprême qui doit protéger tout le peuple gabonais et non un groupuscule de personnes. C'est ça. Voilà. Vas-y, Kaniwa, c'est toi qu'on attendait. Maître. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Merci de m'avoir présenté. Je termine rapidement un document là. Bon. Voilà, vas-y, on va partir. Je vous remercie en tout cas de me donner la possibilité de m'exprimer. C'est la première chose que je veux dire d'abord, c'est que j'espère en tout cas que les Gabonais n'auront pas à se plaindre, parce que moi je n'ai presque pas de doute sur le fait que même dans 7 ans, on aura toujours des problèmes d'eau et d'électricité. Même si on a entendu le ministre de l'accès universel à l'eau et à l'énergie dire il n'y a pas longtemps qu'il faudra attendre 2 ans, mais je n'ai pas beaucoup de doutes sur le fait que dans 7 ans, ce ne sera toujours malheureusement pas le cas sur l'étendue du territoire national. Pourquoi? Alors la première chose que j'ai envie de dire quand même, c'est que j'espère que les Gabonais n'auront pas à se plaindre, ne se plaignent pas et n'auront pas à se plaindre. Pourquoi? Parce que je considère que collectivement, en réalité, tout ce qui se passe nous correspond, en tout et pour tout. Alors individuellement, il y a certainement des Gabonais de qualité, hein, c'est pas un sujet, mais je pense que collectivement, voilà, nous sommes des personnes très peu exigeantes, enfin pas du tout exigeantes d'ailleurs. Nous sommes des personnes qui aimons frauder. Nous aimons en fait quand on ne respecte pas les textes. Voilà, en réalité, c'est ce que nous sommes collectivement. On n'aime pas quand c'est droit, on n'aime pas quand quand il faut se poser les bonnes questions, on n'aime pas quand il faut agir conformément aux règles. Bref, je ne veux pas me mettre à énumérer tout ça, mais je pense que très sincèrement, ça correspond à ce que nous sommes, tout ce qui est en train de se passer. L'autre commentaire que je voulais faire, c'est que, et donc il ne faut pas qu'on soit surpris en fait, parce que tout ce qui est en train de se passer, c'est ce que nous sommes. Voilà. Et l'autre petit commentaire que je voulais faire avant de parler concrètement des sujets, c'est que il faut pas qu'on se méprenne par rapport aux formations telles que sociologie, anthropologie, psychologie, etc. Parce que j'ai entendu un commentaire à ce propos. J'entends ce commentaire-là et je ne remets pas en cause ce propos. Tapotez le live, partagez-le, vous envoyez les objectifs, vous écrivez good live. Merci. Vas-y. Ce que je veux juste dire, c'est que en réalité, c'est juste une question d'équilibre et de planification. Toutes les sociétés, notamment des sociétés problématiques comme la nôtre, ont besoin des solutions que les sociologues, les anthropologues, les historiens, les psychologues, les juristes, etc. élaborent dans le cadre de leurs travaux universitaires, etc. Et donc, dire qu'il faudrait qu'on ferme l'UOB, qu'il y ait de moins en moins de personnes peut-être qui se forment en sociologie, etc. Très sincèrement, je vous le dis, si on est dans cet état, c'est aussi et surtout parce que justement, on ne tient pas compte de ce que nous sommes anthropologiquement, de ce que nous sommes sociologiquement, de ce que nous sommes historiquement, etc., etc., pour mettre en œuvre les politiques publiques qui nous correspondent et qui nous permettent d'aller de l'avant. Et je ne vais pas rentrer dans les détails. Maintenant, effectivement, oui, et c'est là où je parle, le sujet de l'équilibre est important, nous avons besoin de former des gens dans des domaines économiques spécifiques. Oui, ça, c'est une question de planification. C'est à l'État, en principe, de mettre en place, enfin, de réfléchir déjà et de mettre en place des politiques publiques justement pour former les gens dans des domaines spécifiques de notre économie. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit mettre une croix sur les formations en sociologie, anthropologie, etc. Comme si ça. Moi, je pensais comme ça aussi avant.
avant d'aller vivre dans d'autres pays et de se rendre compte qu'en fait, dans les pays des autres, ils tiennent compte de ça. Ils tiennent compte de ce que les psychologues pensent. Avant même de décider d'une politique publique, ils vont voir. Enfin, il y a parfois même quand il y a à chaque fois même quand il y a des scandales dans le pays aujourd'hui, vous allez voir tout de suite, on va mettre en place une cellule psychologique. Il faut savoir pourquoi. Les autres ont compris que la psychologie, ça a son intérêt aussi dans les politiques publiques. L'anthropologie, la sociologie, etc. Bref. Tout ce propos liminaire pour arriver ensuite sur les sujets. J'essaie un peu de balayer tout ce que j'ai entendu parce que je vous écoute depuis un petit temps. Message, micro. Mais en fait, nos propos ne sont pas, mon propos n'est pas contradictoire au vôtre, hein. Ce n'est pas en opposition au vôtre, monsieur MBD. J'essaie juste de rééquilibrer, en fait, le discours parce que c'est un peu dangereux, je trouve, bref. Mais je ne veux pas m'attarder dessus parce que c'est pas ça le but non plus. Alors, concernant l'amnistie, effectivement, curieusement, il se trouve que cette amnistie-là est passée par ordonnance. Il faut peut-être qu'on commence d'abord par expliquer aux Gabonais c'est quoi l'ordonnance et dans quel cas on a recours à une ordonnance. Vas-y. Comme justement les gens n'ont pas l'habitude de s'informer, c'est curieux, hein, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans un monde où l'information n'a jamais été autant disponible de toute l'existence de l'humanité. Et pourtant, les Afros et les Gabonais en particulier n'ont jamais autant été abrutis. Enfin, excusez-moi, hein, mais La grande Sonia, ça va. c'est quand même quelque chose, qu'il faut souligner. Donc, comme on n'aime pas aller s'informer, bien sûr, quand vous allez apprendre qu'une amnistie a été décidée par ordonnance, mais ça va choquer personne, en tout cas pas la grande majorité, parce que les gens ne savent même pas c'est quoi d'abord une ordonnance. C'est quoi une ordonnance? C'est quoi? Vous savez, l'ordonnance que le médecin donne, ça a été tellement vulgarisé qu'on sait ce que c'est que l'ordonnance que le médecin donne. Voilà. Mais l'ordonnance dans le cadre du fonctionnement d'un pays, ça veut dire quoi? Dans un pays, enfin au Gabon en tout cas, il y a ce qu'on appelle la pyramide des textes juridiques. Comme son nom l'indique, on va du plus haut, exactement, on va du plus haut au plus petit. Tout en haut, on a la Constitution. Gabonaise. Et tout en bas, on peut avoir, je sais pas, un arrêté, une circulaire, une note de service. Loi organique. Voilà, la coutume, etc. Non, la loi organique, c'est juste en dessous de la Constitution. En bas, non? Oui. C'est juste en dessous de la Constitution, oui, la loi organique. Donc, c'est le deuxième texte le plus important en réalité dans la. Mais vu que dans la Constitution gabonaise, quand ils mettent ils mettent un article, ils mettent suivi de la loi organique. Donc, le reste dans la loi organique, vas-y. Oui, la loi organique, elle vient compléter Exactement. la Constitution, exactement, sur certains points. Voilà. Maintenant, donc, dans cette hiérarchie des textes, après la Constitution, après le bloc des lois, vous trouvez justement l'ordonnance. L'ordonnance, ça vient juste après les lois. Donc, les lois sont plus importantes que les ordonnances. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on dit qu'on a un pouvoir législatif, c'est parce que c'est le pouvoir législatif, justement, qui fait la loi. Donc, l'ordonnance, elle intervient à quel moment? Elle intervient au moment où le pouvoir législatif va en vacances. Les parlementaires, les députés, ils vont en vacances. Quand ils vont en vacances, il y a toute une liste de domaines dans lesquels, quand on veut faire des textes, on est obligé de passer par le Parlement, on est obligé de faire une loi. C'est l'article 94 de la Constitution qui prévoit ça. Donc, tous ces domaines-là, dans lesquels on doit faire la loi, dont l'amnistie, parce que l'amnistie, c'est écrit dans l'article 94 de la Constitution, on doit passer par la loi pour faire une amnistie. Sauf que quand les députés vont en vacances, il n'y a plus personne pour faire la loi, puisque c'est leur travail. Qu'est-ce qui se passe? On a prévu que, bon, le pays doit quand même pouvoir continuer à fonctionner. Donc, avant de partir en vacances, le gouvernement peut demander au Parlement que voter une loi d'habilitation. C'est quoi une loi d'habilitation? C'est une loi qui permet au gouvernement, donc au pouvoir exécutif, de manière exceptionnelle, de pouvoir faire des règles qui relèvent normalement de la compétence du Parlement, pendant que le Parlement va être en vacances. Donc, le Parlement va adopter une loi d'habilitation. La loi d'habilitation, qu'est-ce qu'elle prévoit? Elle prévoit qu'effectivement, pendant qu'eux, ils sont en vacances, le pouvoir exécutif peut prendre des règles dans le domaine normalement qui est réservé aux députés. Et il prend les règles sous la forme de ce qu'on appelle des ordonnances. Les ordonnances, effectivement, ce ne sont pas des lois, donc elles n'ont pas la même valeur qu'une loi, si vous avez compris depuis le début de mon propos. Une ordonnance, elle n'est prise normalement que pour des sujets d'urgence, pour des sujets qui ont un lien avec la mise en œuvre de la feuille de route du gouvernement. Normalement, c'est ça.
Donc, pour qu'une ordonnance puisse maintenant avoir une valeur de loi, donc une valeur plus importante que la catégorie juste en dessous, il faut que attendre que le Parlement revienne de vacances, que le Parlement statue sur l'ordonnance en question et puisse éventuellement la valider. Le Parlement n'est pas obligé de la valider. Hein. Le Parlement puisse éventuellement la valider par ce qu'on appelle une loi de ratification. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que quand l'article 94 de la Constitution dit que pour faire une amnistie, on doit passer par une loi, quelle est l'urgence qui fait en sorte qu'on se sente obligé de passer par une ordonnance pour faire cette amnistie, alors qu'on aurait pu simplement attendre que le Parlement revienne de vacances, ou bien là, comme ils ont renouvelé la Chambre avec les élections, que le Parlement soit installé et qu'une proposition de loi ou ou un projet de loi puisse être déposé sur la table du Parlement pour qu'ils examinent justement la question de l'amnistie. Et à cette occasion, il y aurait eu des débats. Ces débats auraient pu permettre de savoir justement qui sont les civils, qui sont les militaires en question qui doivent bénéficier de l'amnistie. Quelles sont les infractions qui doivent être amnistiées, dans quelles conditions, sur quel délai, etc. Bref, tout ce qu'il y a de plus logique et de plus transparent dans le fonctionnement d'une république normale. Enfin, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que les textes prévoient. Quels sont les rôles, déjà? Exactement. C'est comme ça qu'une république est censée fonctionner. Mais comme vous savez tous qu'en réalité, on n'a de république que de nom, et il ne faut pas qu'on fasse les hypocrites. Nous sommes tous complaisants avec cette façon de fonctionner. Nous sommes tous complices de ça. Parce qu'en réalité, comme je disais tantôt, si chacun de nous a l'occasion de ne pas faire respecter la loi par rapport à lui pour pouvoir bénéficier d'un passe-droit, en réalité, sans discuter, chacun de nous le fait. Donc, il ne faut pas être choqué. Hein. Moi, je dis ça juste pour faire de la pédagogie, parce que tout ce que j'explique, c'est juste pour faire de la pédagogie. C'est ce qu'on fait ici au Papa Pardon. Voilà. Mais, faut pas qu'on soit choqué, parce qu'en réalité, tout ce qui se passe, c'est ce que nous sommes. C'est tout. Aussi simple que ça. Donc, effectivement, moi, ça pose un sujet. Ça pose un sujet parce qu'effectivement, la Constitution dit que l'amnistie doit passer par la loi, et même la loi aussi, le Code de procédure pénale, dit que l'amnistie, c'est une loi. Donc, moi, je me pose la question de savoir quelle était l'urgence, ou qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on soit obligé de passer comme ça. Sans respecter la procédure. Par ordonnance, justement, pour voilà. Après, on verra bien comment le Parlement qui va arriver va travailler. Donc, monsieur, mais dans ça sous-entend que même si c'est sorti dans le journal officiel, ils peuvent repartir sur le projet. Repartir sur le projet, c'est-à-dire? Mais vu que c'est pas le Parlement qui a voté pour qu'il puisse avoir un IPSI là. Oui. Donc, quand vous dites que non, bientôt le Parlement va revenir, donc ils vont repartir sur le sujet, c'est-à-dire que le sujet c'est déjà dans le journal officiel. Et quand c'est dans le journal officiel, c'est que c'est acté, non? Oui, l'ordonnance est actée et elle est d'effet immédiat. Voilà, donc, est-ce qu'il pourrait encore faire retour, marche arrière, ou je sais pas? Mais non, en fait, cette ordonnance, c'est pas une loi. Je sais. Mais vu que c'est déjà dans le truc, ils ont déjà fait la manipulation comme ils l'ont fait là. Est-ce que les députés peuvent repartir dessus? Pour que ça soit vraiment une loi, vu que c'est fait par ordonnance. Oui, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir un projet, j'imagine que ce sera nécessairement un projet de loi, donc à l'initiative du gouvernement. Encore? Un projet de loi. Oui, bien sûr, pour la ratification de cette ordonnance, en fait, pour que l'ordonnance puisse avoir valeur de loi. C'est ça le procédé. Pourquoi ils ont déjà fait sur c'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi attends, oui, mais oui, je vais bien expliquer parce que c'est pas très, très simple. En fait, l'ordonnance, une fois qu'elle a été prise par le gouvernement et qu'elle a été publiée au journal officiel selon la procédure prévue au Code civil, eh bien, elle devient automatiquement applicable. Voilà. C'est juste qu'elle n'a pas la valeur d'une loi. Elle a la même valeur qu'un décret ou qu'un arrêté, en fait. C'est-à-dire que dans la hiérarchie des textes, une loi, par exemple, le Code de procédure pénale, est au-dessus de cette ordonnance-là. Ça, j'ai compris. Mais pourquoi le faire sortir dans le journal officiel pour que ça soit apté, sachant qu'elle n'a pas une valeur juridique? Légale. Pourquoi ne pas attendre? Mais c'est comme ça, en fait. C'est le procédé. Le procédé, justement, c'est ça, c'est que on prend l'ordonnance, elle s'applique à partir du moment où elle est publiée au journal officiel. Et maintenant, quand le Parlement revient de vacances, ils doivent examiner l'ordonnance en question pour voter une loi de ratification, c'est-à-dire une loi par laquelle on valide que l'ordonnance en question est bien
conforme à je sais pas trop quoi. Et après, l'ordonnance devient maintenant une loi. Elle a maintenant valeur de loi. Et après, le Parlement n'est pas obligé de ratifier. Le Parlement peut ne pas ratifier et donc l'ordonnance devient caduque. Voilà, c'est l'une ou l'autre des choses. Enfin, j'ai pas beaucoup de doutes sur le fait que cette ordonnance va être ratifiée. Donc, ça Mais elle sera ratifiée. Dans Oui, le sens oui. que si on va, dans le sens, si on va dans le sens que vous venez de dire là, hein, sachant que ils ont 70% à l'Assemblée nationale, sans oublier ceux-là qui font la politique d'oligarchie, le PDG, lui de l'UM et le modernité là, hein, héritage modernité, ils font la politique d'oligarchie. Donc automatiquement, s'ils vont maintenant faire en sorte que non, ça soit une loi, ça sera validé parce qu'ils font la politique du président. Et ils doivent protéger leur roi. Oui, cette ordonnance, il n'y a pas de doute qu'elle va être ratifiée et donc elle aura valeur de loi après. Mais ce qui interroge, et c'est ça le plus important, je pense, ce qui interroge, c'est le procédé. Pourquoi ce procédé-là? C'est ça qui interroge. Pourquoi cette urgence? Exactement. Surtout que ce procédé, justement, ne permet pas le débat parlementaire qui nous aurait permis de savoir qui sont les personnes concernées, quelles sont les infractions concernées, dans quel délai. C'est ça, en fait, mon mention. Ouais. Et voilà, c'est ça que je voulais dire globalement. Maintenant, en ce qui concerne, pour terminer, le Parlement monocolore, alors, la première chose déjà qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, ces élections n'avaient pas d'enjeu, pour moi. Ces élections n'avaient pas d'enjeu démocratique. Pourquoi? Parce que la nouvelle constitution et tous les nouveaux textes qui ont été adoptés un peu avant ou un peu après la nouvelle constitution, en tout cas depuis le 30 août 2023, tous ces textes-là, en réalité, sur le plan politique et démocratique, n'ont fait que diminuer tous les acquis démocratiques, si on peut dire ça comme ça, de 90. Souvenez-vous que après 90, ce qu'on avait réussi à avoir, c'est le multipartisme. Ce qu'on avait réussi à avoir, c'est un organe spécifique qui gère les élections et que ça ne dépend plus du ministère de l'Intérieur. Ce qu'on avait réussi à avoir aussi, c'est... alors là, je me souviens plus très précisément. Enfin, ces deux éléments-là, en tout cas, sont importants. Si je me rappelle de l'autre élément, je dirais. Donc, sur le multipartisme, comme tu disais tantôt, combien de personnes ont le NIP? Ils ont placé la barre à 10 000. 10 000 avec NIP. Combien de personnes ont le NIP pour s'assurer qu'il y ait bien presque autant de partis après le 30 août 2023 qu'avant le 30 août 2023? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Donc, très concrètement, le sujet du multipartisme, pour moi, c'est un acquis démocratique qui a été perdu depuis le 30 août 2023. Là, c'est très concret, hein, les Gabonais, parce que le vrai sujet, c'est que on s'assoit jamais pour faire les analyses et pour faire les comparaisons. Donc, on est un peu là dans une sorte de bulle, à ne pas très bien comprendre ce qui se passe. En même temps, ça profite à qui ça profite. Enfin, bref. L'idée du multipartisme, c'est qu'on a vécu pendant 30 ans sous quasiment 30 ans, sous un parti unique. Certains députés étaient nommés. Il y avait un seul candidat à la présidentielle et il remportait plus de 90%. Remarque, ça ressemble un peu beaucoup d'ailleurs à ce qui s'est passé après le 30 août, mais enfin bref, ça c'est un autre sujet. Et l'idée c'était quoi? Que tout le monde maintenant puisse avoir la liberté de s'organiser idéologiquement et de proposer sa vision de la société aux citoyens et les citoyens décidaient dans le cadre des élections. Mais à partir du moment où on vient mettre des conditions quasiment inaccessibles par rapport aux formations politiques, la conséquence, c'est quoi? C'est que, justement, on se retrouve dans une situation de quasi-monopartisme où il va y avoir en gros 2, 3, 4 maxi grands partis, et puis ou un parti autour duquel 2, 3 partis vont graviter. Et c'est ce qui est en train de se dessiner. Enfin, je ne sais pas, sauf si les gens vivent dans la lune, je ne sais pas quoi, mais très concrètement, c'est ce qui est en train de se dessiner au Gabon. Et est-ce que finalement l'acquis du multipartisme, on l'a encore? Je considère que non. Non. Quand on voit des pays qui sont des grandes démocraties, par exemple, où les gens peuvent créer des partis librement, le sujet c'est pas que les gens puissent créer les partis. Il n'y a pas beaucoup de contours comme il y en a au Gabon là maintenant. Oui, Trop de choses. c'est une liberté. Je tiens à rappeler que c'est une liberté qui a été durement acquise. Ils ont mis beaucoup de verrous. Voilà, c'est une liberté. La liberté d'association, la liberté de s'organiser, c'est la liberté de penser en réalité. C'est l'argument qu'ils ont pris. De s'exprimer aussi. Oh, on veut les partis sérieux. Mais en fait, c'est pas un sujet, le sujet du parti sérieux. La preuve, c'est que, est-ce que quand, avant le 30 août 2023, les partis s'organisaient librement, est-ce que c'est tous les partis là qui arrivaient à l'Assemblée nationale? Non.
Est-ce que c'est tous les partis là qui obtenaient des postes dans le gouvernement ou qui avaient des conseillers au municipal? Non. Bah non. Pourquoi? Parce que simplement, c'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. Si ton offre n'est pas viable, dans les urnes, ça va se voir, ça va être sanctionné, c'est simple que ça. Ça se passe dans tous les pays. Enfin, je ne sais pas pourquoi le Gabon va avoir cette obstination-là de vouloir réguler. En réalité, qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit simplement l'idée que il faut verrouiller au maximum la liberté de penser, la liberté de s'exprimer, les libertés publiques en fait. C'est ça, les libertés individuelles, les libertés collectives. C'est ça que ça veut dire. Faut pas qu'on cherche de midi à 14h. Donc ça c'est la première chose que je voulais dire. L'autre chose concernant les élections, aujourd'hui les élections c'est comment ça s'appelle encore là, le ministère de l'Intérieur. On voit le fiasco que c'est. J'ai pas besoin de revenir sur les détails. Et puis là, c'est où on pourrait avoir au moins des opposants ou au moins des gens qui ne sont pas qui pourront, comme on a fait en 2016. Il y a le monsieur qui est maintenant ministre de la Justice. De quoi? Le mari de ministre de la Communication. Voilà, le mari de Chantal. Vous avez vu en 2016. Il faisait partie de la commission, la CGE. C'est lui qui est venu dire que voilà ce qu'ils sont en train de faire. Mais actuellement, là, c'est les mêmes gens d'Oligui qui gèrent, qui va sortir pour dire que voilà, il y a eu ça au ministère de l'Intérieur. Donc, c'est même un recul démocratique en même temps. Mais bien sûr que c'est un recul démocratique. C'est ce que je suis en train de tenter de démontrer. C'est un recul démocratique parce que, on voit bien le fiasco déjà que c'est. Et ce qui était... C'est ça qu'on sait que notre pays, pardon mon frère, qui est la corruption. Donc, voilà, on ne peut pas donner vraiment une légitimité à une institution comme ça de faire tout ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'elle est gérée par le pouvoir en place. C'est lamentable. Hein? Pour ceux, justement, ça me permet de terminer sur cet aspect, pour ceux, justement, qui considèrent que l'anthropologie et la sociologie sont pas importantes. Vous voyez, moi, je pense sincèrement que la décision de détacher l'organisation des élections du ministère de l'Intérieur vient de l'observation de notre sociologie et de notre anthropologie. On sait que dans notre sociologie et notre anthropologie, en réalité, quelqu'un, quand il est nommé, il n'a pas tendance à agir de manière détachée de la personne qu'il a nommée. Conséquence, il faut détacher le ministère de l'Intérieur de l'organisation de l'élection. Il faut un organisme indépendant. Libre. Toutes les composantes, réunissant des représentants, voilà, de toutes les composantes, on va dire, de l'élection, pour que justement, on puisse avoir une forme quand même de transparence ou une forme d'équité. Bon, maintenant, ça c'était les acquis de 90. Maintenant, le 30 août 2023 arrivé, recul sur cet acquis. Très concrètement, on n'a même pas besoin d'épiloguer là-dessus. Sur l'Assemblée nationale à proprement parler. La première chose que moi je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas d'enjeu en réalité dans cette élection. En tout cas, il n'y avait pas d'enjeu démocratique, à mon sens. Le seul enjeu qu'il y avait dans cette élection, c'était de pouvoir envoyer un maximum de personnes issus de l'opposition ou qui portent un peu leur coronesse, pour parler de manière simple, des députés indépendants, etc., pour qu'ils aillent porter un discours différent, pour qu'on n'ait pas l'impression qu'on est avant le 30 août 2023 où le PDG a plus de 120 députés. Parce que quand j'entends les gens dire que sous la constitution de mars 91, il y avait la motion de censure, il y avait le vote de défiance, voilà, mais que personne ne s'en servait. Mais c'est normal. Vous avez une Assemblée nationale qui est à 120 députés, voilà, à plus de 90% composée d'un parti dont est issu le Premier ministre. Pourquoi voulez-vous qu'ils sanctionnent leur Premier ministre? Bien sûr qu'ils ne sanctionneront pas leur Premier ministre. Ils font la politique de leur Premier ministre. Exactement. Donc la question, ce n'était pas ça que oh non, c'était pas appliqué. Non, c'était pas appliqué parce que justement les institutions étaient verrouillées par le fait que la majorité des élus étaient d'un même bord. Effectivement. Donc la question, la constitution de 91 en réalité n'était pas problématique, sauf sur quelques petits points qu'on pouvait aménager, mais elle n'était pas problématique en soi. Bon, maintenant, on est venu dans la nouvelle constitution qui verrouille tout. En réalité, ces députés n'ont aucun pouvoir. Ils peuvent rien faire. Je ne vais pas revenir sur tous les détails. On en a déjà. On a dit ça tout le temps, papa. Voilà. Maintenant, donc, comme moi je dis, l'enjeu, ce n'était pas d'envoyer des députés qui vont aller faire un vrai travail. Non. L'enjeu, c'était d'envoyer des gens qui, au moins, allaient être comme des alertes là-bas. Des sentinelles en disant, voilà ce qu'ils sont en train de vouloir faire. Voilà ce qu'ils vont machin. C'est n'importe quoi. Au moins, informer l'opinion publique. Au moins, alerter l'opinion internationale. Pour que, pourquoi pas, l'opinion publique puisse peser. Ouais. Pour que ça aille dans un sens ou dans un autre. C'est le peuple qui est représenté à l'Assemblée nationale. Exactement. Et c'est le peuple souverain. Bon, et l'Assemblée nationale, c'est le premier pouvoir. Exactement. Voilà. Bon, les Gabonais ne comprenant toujours rien, étant le moins exigeant possible.
eh bien, ils sont allés glisser dans l'urne des bulletins UDP, à souhait, des bulletins PDG. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me choque particulièrement. Pourquoi pas des bulletins UDP? Mais des bulletins PDG, franchement, faut y aller, hein, jusqu'à leur donner plus de 15 députés. OK. Donc, comme les Gabonais n'ont rien compris, ils sont allés faire ça. La conséquence, c'est quoi? C'est que de toutes les façons, on savait déjà que ça allait être une chambre d'enregistrement. C'est pour ça que je dis que le sujet, c'est pas le C'est sujet. le mot là que le groupe de mots là que je chambre d'enregistrement, exactement. Voilà. On savait déjà que ça allait être une chambre d'enregistrement. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ce ne sera plus qu'une simple chambre d'enregistrement. Maintenant, ce sera la veillée mortuaire, en fait. Ce sera l'endroit où le silence règne. Parce que, rendez-vous compte, quels sont les députés qui vont pouvoir au moins venir dire que non, il y a tel texte qui a envie de passer, on n'est pas d'accord, le texte en question prévoit ceci, machin, les gens ne sont pas... Qui va faire ce rôle-là? Même si concrètement, si on avait par exemple une trentaine de députés indépendants de l'opposition, ils n'auraient pas pu bloquer des choses. Enfin, quoique peut-être ils auraient... Au moins, ils auraient fait du bruit, on devait les soutenir quand même. Pardon? Je dis au moins, ils devaient faire du bruit. Exactement. C'était ça l'enjeu de cette élection. On devait les soutenir, ouais. C'était d'envoyer des gens qui devaient pouvoir faire du bruit pour parler de manière simple. C'était ça l'enjeu de cette élection. Ouais. Et comme je dis, comme les Gabonais ne comprenant rien, eh bien, ils sont allés encore valider ça justement. Je ne sais pas si les Gabonais ont compris que, avec la nouvelle constitution, en réalité, le président n'a pas besoin d'une majorité à l'Assemblée nationale. Ouais. C'est-à-dire que même si le président n'avait qu'un seul député à l'Assemblée nationale, tout ce qu'il veut faire là, il va pouvoir le faire. Voilà. Donc, il n'y avait pas besoin... de donner au président 100 députés. Vous savez, pour terminer vraiment sur ce sujet, en réalité, la nouvelle assemblée là, on aurait pu simplement reconduire l'assemblée de la transition. Ouais. C'est-à-dire qu'on aurait pu simplement nommer des gens que le travail serait exactement le même, que le résultat serait exactement le même. En fait. Effectivement. Je suis d'accord. Donc, à quoi ça nous a servi? Mais qu'ils ne soient pas légitimes, ils ont triché. Mais oui! À quoi ça nous a servi de mobiliser de l'argent, de mobiliser du temps, de mobiliser de l'énergie, de mobiliser la République? Vous savez vous-même que quand ce sont les élections, même le plus petit fonctionnaire de devant la porte, etc., tout le monde va faire la campagne. Pendant ce temps, les dossiers sont là, personne ne signe. Kani, tu sais que ils veulent juste montrer à la communauté internationale que non, le Gabon c'est un pays démocratique, tu vois, non? On respecte, tu vois? On respecte les choses. Par exemple, les élections législatives, voilà, que le Gabon, c'est une république. C'est ça qu'ils veulent montrer. Mais en réalité, le Gabon, c'est une dictature oligarchique. Voilà, une monarchie. C'est ça que le Gabon est. Vas-y, fini, on va couper le live là, papa. Non, mais voilà, c'est ça que je voulais dire. Et pour conclure, une chose est sûre. On peut pas, je sais plus quel penseur disait ça, que vous pouvez pas faire une même chose et vous êtes toujours la même chose et vous attendre un résultat différent. Moi, je n'ai strictement aucun doute sur le fait que ce qu'on attendait le 30 août là, c'est l'exact contraire qui va se passer. Pourquoi? Parce que ce sont exactement les mêmes mécanismes qu'on a reprochés avant le 30 août qui sont cette fois-ci écrits maintenant noir sur blanc dans les textes. Et pire. Donc, le résultat ne peut pas être différent, en fait. Pauvre pays. Moi, j'entends les gens pleurer, j'entends les gens se plaindre, j'entends les gens faire grève. Mais arrêtez, en fait. Parce que je veux bien qu'on dise que oui, on triche dans le cadre des élections, on fait ceci, on corrompt les gens. Mais il y a quand même des gens qui quittent leur maison, qui vont dans les bureaux de vote, qui prennent des bulletins, UDB, PDG, etc., et qui les glissent dans les urnes. Vous n'allez pas me dire, moi je veux bien qu'on dise que oui, durant l'élection présidentielle, on a pris des chiffres ici, machin, oui. Mais reconnaissons-le, beaucoup de Gabonais, l'écrasante majorité des Gabonais qui ont voté en tout cas, sont partis valider ça. Exactement. Comme lors de l'adoption de la nouvelle constitution. Ils sont allés valider ça. Donc, je ne comprends pas pourquoi les gens pleurent en fait. Je vois les gens se plaindre. J'ai même vu une vidéo des gens qui sont allés, ils ont vu la première dame, et puis ils étaient là limite. J'ai les enfants qui sont assis à la maison. Exactement. Je suis veuve. Mon pays. Hey, Gabon. Aidez-moi à inscrire les enfants. Hein? Oligui. Je veux devenir dur. Quelqu'un m'écrit pour me parler de sa vie. Je dis pardon. Je ne suis pas à la télévision. Soit tu payes, soit tu dégages.
Je ne suis pas dedans. C'est des mauvaises personnes, les Gabonais. Vous êtes censés être libérés, mais vous subissez encore ce que vous avez subi au temps d'Ali. Et les autres sont là en train de jubiler par rapport, il y a les immeubles. Je ne comprends pas. Ça me fatigue. Ça me fatigue, en fait. Il y a des immeubles, il y a la route, on fait la route, on avance où? Le pays est endetté, les études ne sont pas fortes, la restauration de la dignité, il n'y a pas. Vous avancez chez qui? Le taux de chômage a augmenté. Nous sommes à 40 et quelques. Ça ne vous dit rien. Il y a plus de 40% de population, de la population gabonaise qui vit au seuil de la pauvreté, ça ne vous dit rien. Avec 1 euro, combien de dollars? Je comprends pas. Vas-y, Makaniwa. Je voulais un peu... Attends qu'il Non, mais finisse. je le laisse continuer. Vas-y, MBD. Fini, on va couper là. En fait, je voulais un peu intervenir sur mes propos où j'ai dit que l'UOB, on doit revoir le statut de Libye. Je n'ai pas dit qu'une formation n'était pas utile. Et il faut savoir une chose, qu'il y a des connaissances qui relèvent de la culture générale et qu'un pays n'a pas besoin d'avoir assez de monde dans cette formation, dans cette spécialité, dans ces spécialisations. Moi, je prends par exemple le cas de la sociologie. On a besoin de sociologues, des anthropologues. Mais de faire le Gabon un pays où on forme plus des anthropologues, des sociologues, des philosophes, on subit au fait. Un pays normalement conscient ne doit pas subir ces réalités-là. Moi, je pense que le président Oligui doit revoir le statut de l'UOB. Il faut qu'on supprime le département de sociologie, on supprime le département d'anthropologie, de philosophie, et que ça devienne peut-être on peut ramener ça dans des écoles où ça peut être des spécialités. Moi, je me dis, on doit suivre la loi de l'offre et la demande. Un pays sérieux, le Gabon a des matières premières, des richesses, et ce ne sont pas les étrangers qui doivent les transformer, ou bien que nos matières soient transportées de manière brute pour aller être transformées en France, en Asie ou en Amérique. Non. On est en train de... En fait, moi, je parle de ça parce que je sais que le Gabon est en train de subir un complot du fait que les Occidentaux veulent que nos matières premières servent à créer de l'emploi en Europe ou aux États-Unis ou encore en Chine. Et moi, il faudrait que le président essaie de voir de ce côté. Ok. Je n'ai pas dit que l'anthropologie ou quoi que ce soit, mais moi, je parle du fait que ça soit ouvert à tout le monde et qu'on subit ça. Un pays sérieux, d'autres pays doivent se développer. On a besoin des nouvelles compétences et il faudrait que on ouvre des nouvelles écoles. En fait, en gros, tu veux qu'il y a une diversification, une diversité. Voilà, c'est ça. On a compris. Mais il ne faut pas dire de fermer parce que fermer, ce n'est pas cohérent. C'est-à-dire qu'en gros, c'est ça que Sani a dit, fermer, c'est pas cohérent. On peut réduire juste, on ouvre d'autres branches. Mais en fait, c'est même parfois illusoire. Combien d'anthropologues sortent de l'UOB chaque année? Est-ce que vous avez ce chiffre-là? Comment on appelle ça? J'ai un ami qui est allé, comment on appelle ça, c'est l'ONE ou bien l'ancienne l'ONE. Il y a assez de chômeurs. Moi, j'ai fait un stage au Gabon. Oui, mais est-ce que vous savez combien d'anthropologues, combien de sociologues, combien de psychologues pour vous dire que, il y en a trop? C'est ça, en fait, le sujet. Est-ce que je peux... Au fait, les anthropologues, mais moi, je vois les anthropologues. Comment on appelle ça? J'ai fait un stage, j'ai fait une formation dans le tourisme. J'ai fait un stage où il y avait des anthropologues qui n'étaient pas spécialisés dans le tourisme, qui sont venus faire des stages en tourisme. Et après, ils se retrouvent, comment on appelle ça? Ils se retrouvent au chômage, où ils se retrouvent à faire des choses ils se retrouvent à faire un travail pour lequel ils n'ont pas été formés. En fait, un pays sérieux, pour qu'il y ait quand même, comment on appelle ça? Pour qu'on soit un pays sérieux, il faudrait que les hommes soient formés dans des postes où ils sont affectés. Moi, je ne suis pas contre l'anthropologie ou la sociologie, mais le problème, c'est qu'il y a de nombreuses personnes, quand elles finissent d'être formées dans la sociologie... Monter, là, est terminé, c'est pas maintenant, là, vous venez monter.
Donc, au fait, c'est justement ça, au fait, que je parle, pour dire que on peut ouvrir d'autres branches. Le Gabon a besoin d'autres secteurs, au fait. On doit ouvrir d'autres secteurs et que, au lieu que la sociologie, qu'il y ait 1000 personnes ou encore que le droit, par exemple, les gens partent dans le département de droit parce qu'ils n'ont pas de choix. Moi, j'ai vécu au Gabon, j'étais à Liobé, j'ai vu des gens partir parce qu'ils n'avaient pas de choix. Ok, merci. On doit donner le choix aux Gabonais. Ok, merci. Je peux juste... Une minute, conclusion. Oui, non, je reviens dessus, pardon, s'il te plaît. Une minute, on va couper le live. Oui, donc on a le système LMD. Dans le système LMD, ça veut dire que c'est le cycle long jusqu'au doctorat. Et à l'université, effectivement, on peut diversifier la formation. Mais le souci, c'est que si on la diversifie, on doit plus s'orienter vers le secteur professionnel. Parce que là, c'est plus vers le secteur de recherche. Donc, ce sera une licence normale avec une licence qui sera recherche, plus une maîtrise qui sera, un master qui sera plus recherche pour entraîner à un doctorat. Ce qui n'est pas le cas de la partie professionnelle. Là, on aura une licence professionnelle, ou bien on va passer un DUT, ou bien on va faire... on appelle ça comment une maîtrise professionnelle. C'est différent. Dans cette partie, effectivement, là, on peut faire intervenir le monde professionnel, c'est-à-dire qu'on va prendre les informations à l'ONU, qui est l'organisme qui est chargé du recrutement, qui doit normalement faire des statistiques, et à ce titre, elle dira, par exemple, il y a tel besoin dans tel secteur d'activité. Et là, quand on aura cette information, on pourra maintenant proposer des formations dans ce sens. Parce que l'université, elle ne peut pas se lever un matin comme ça et créer des formations, non. C'est pourquoi, dans certains pays développés qui se respectent, on va créer une commission professionnelle consultative. Et là, vous devez créer donc un collège, et dans ce collège, on doit avoir des employeurs, donc qui sont du secteur en question. On doit avoir le collège des salariés, puisqu'il y a des salariés du domaine. On doit avoir le collège des pouvoirs publics, et on doit aussi avoir le collège des personnes qualifiées, donc des experts du domaine. Et ce qui va nous amener donc à différentes phases pour pouvoir monter un programme cohérent. Et le programme, comme on dit, il doit s'étaler sur 3 ans ou 5 ans. Parce qu'effectivement, dans certaines universités, vous allez voir, on ouvre les formations, on va faire du recrutement. Et quand on fait le recrutement, on va dire la formation n'a pas ouverte parce qu'elle n'a pas été validée. Maintenant, si la formation est validée, elle a une durée de validité au moins de 5 ans parce qu'on doit adapter la formation au marché professionnel. Mais là, on parle bien de formation professionnelle à l'université. Donc, après, dire que ça n'existe pas, on a quand même l'IST qui est là, on a l'Institut de gestion aussi qui est là. Donc, on a, et d'autres là, on a IAI. Donc, on a des écoles professionnelles quand même au Gabon. On en convient. Maintenant, après, peut-être on doit plus s'orienter. Non, non, je disais juste que voilà, c'est juste qu'on doit orienter vers le marché professionnel et s'adapter aux besoins du marché professionnel. Ça, je n'en disconviens pas. Mais ce sera plus vers la partie professionnelle à ne pas confondre avec la partie recherche qui est à l'université, qui est nécessaire pour un pays parce qu'on a besoin de docteurs, on a besoin de chercheurs, puisque, ben voilà, et d'autres domaines, donc des sociologues et des anthropologues qui sont là quand même et qui font un travail important. Ok. Donc voilà, c'était juste ça ma petite parenthèse. Ok, merci beaucoup. Conclusion? Conclusion, l'armistice ne sert que les intérêts du président qui ne lit pas le droit, qui se met à prendre des ordonnances qui n'ont aucune valeur juridique, puisque ça ne respecte même pas la Constitution, qui elle a été votée par les Gabonais, mais c'est une personne seule qui décide. Ensuite, vous avez voté donc des députés qui ne liront pas le droit puisqu'ils sont à la solde du président, puisqu'ils appartiennent au parti présidentiel qui est l'UDB. Donc, à un moment donné, on vous demande d'être sérieux, soyez sérieux. Ça, c'est pour ça. Concernant donc aussi les différents partis, ben, nous sommes dans un recul juridique, un recul démocratique, puisqu'on arrive au parti unique. Ça veut dire que vous perdez tous vos droits aujourd'hui. Aujourd'hui, plus rien ne sera contesté. Les lois seront signées, même si avant, effectivement, vous n'avez pas de droit. Là, ça va continuer dans ce sens. Vous n'aurez toujours pas de droit. Et ça va s'empirer parce que là, c'est juste des décrets qui sont faits par le président et qui sont juste actés par le Parlement. Donc, c'est merveilleux. On est dans un recul, mais monumental. Donc, aujourd'hui, vous allez pleurer, vous allez continuer à pleurer et vous allez toujours pleurer. Et c'est la fin, hein, on continue. Merci beaucoup. Mec, c'est bon? Monsieur MB, c'est bon? Ouais, moi, je vais simplement dire que tu as totalement raison sur le fait qu'il y a un non-dit contre
le C3 arrive au pouvoir, ils mettent en place, ils amnistient eux-mêmes et ils ne disent même pas des gens qui ont bénéficié de cette amnistie. Et également pour dire au peuple gabonais que vous partez, vous encouragez des gens qui vous martyrisent, qui vous appauvrissent et qui vous clochardisent. Or, il faut prendre des choses en main, c'est-à-dire que il faut savoir être responsable, être un adulte responsable, même si vous n'avez pas d'argent, il faut avoir des valeurs. Une population, on doit avoir des valeurs. Nos traditions regorgent de nombreuses valeurs. Et ne suivez pas les églises d'aujourd'hui qui sont à la botte du système. Vous voyez, moi je me rappelle, je me suis remis je remets en question les choses que nous avons reçues comme il y a de nombreuses églises qui sont sous la même mise des loges et qui veulent seulement que nous, en tant que tels, on soit comment on appelle ça, des pantins, qu'on soit à leur service. Quand ils arrivent dans les villages, ils veulent on les reçoive. Ils ne veulent pas, ils veulent qu'on soit des alcooliques. Ils ne veulent pas qu'on lise, qu'on soit des personnes cultivées. Et éloignez-vous de ces gens-là. Ils n'ont pas pour objectif de faire en sorte que votre vie soit meilleure. Ils veulent simplement que vous soyez dépendant d'eux. C'est-à-dire que quand ils arrivent, ils vous donnent à boire. Refusez. Une personne ne doit pas vous offrir à boire. Vous devez payer. Merci. Voilà, c'est bon. Monsieur Cagnon, c'est bon? Oui, je vais conclure quand même. Très rapidement, moi, mon sujet par rapport aux formations, c'était simplement de dire que c'est une question d'équilibre et de planification. Et qu'il faut qu'on fasse attention à avoir des discours en fait qui ont pour conséquence de jeter en pâture en fait ces formations-là. Et quand quelqu'un est formé en anthropologie, en sociologie ou en histoire, je sais pas quoi, il n'est pas forcément destiné à être anthropologue, sociologue ou historien. Tu peux faire une licence dans un de ces domaines et ensuite te réorienter en ressources humaines, en tourisme, etc. Faire un master dans ce domaine-là. Parce que de toutes les façons, toutes ces formations, ce sont des sciences humaines. Donc, ce sont des sciences qui ont pour vocation de gérer l'humain d'abord. Et une fois que tu as fait une licence dans ça, après, oui, tu peux te retrouver à enseigner, tu peux te retrouver à gérer les ressources humaines, bref, à faire plein d'autres choses après. Donc, c'est juste une question d'équilibre et de planification. Le problème, c'est celui-là. Il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de planification. Personne ne pense le Gabon. Pensez le Gabon, P-E-N-S-E-R. Pensez le Gabon, P-A-N-S-E-R. Personne ne le fait depuis 65 ans. Donc, c'est pour ça qu'on est dans cet état. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention au discours parce que le sujet, c'est pas le nombre de personnes qui vont se former dans ces domaines-là. Le sujet, c'est les politiques publiques, la vision des personnes qui dirige le pays. On se rend compte malheureusement qu'effectivement, depuis 65 ans, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de politique publique, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de planification. C'est ça le vrai sujet. Et pour terminer sur les deux questions précises de ce live, moi ce que je veux juste dire au Gabon, parce que j'ai fini de faire plein de développements, ce que je veux dire juste aux Gabonais, c'est que posez-vous la question de savoir ce qui a réellement changé entre ce qui s'est passé avant le 30 août 2023 et ce qui se passe depuis le 30 août 2023. En dehors des visages, en dehors du jeu de chaises musicales entre UDB, PDG, etc. Tout à l'heure, on parlait du ministre je crois que c'est la ministre de la fonction publique. Non, j'ai vu des images, d'ailleurs, ça m'a fait rigoler. Bref, voilà. Donc, depuis le 30 août 2023 et avant le 30 août 2023, qu'est-ce qui a concrètement changé dans le fonctionnement institutionnel du pays, dans l'équilibre des pouvoirs, dans les politiques publiques et dans ce qu'en tant que Gabonais, vous recevez de votre pays au quotidien dans votre vie, en termes de santé, en termes d'éducation, en termes de transport, en termes d'épanouissement, en termes de la possibilité pour chaque individu de se projeter dans la vie, etc., etc. Qu'est-ce qui a concrètement changé? Une fois que vous avez la réponse à cette question, vous savez si dans 7 ans, je ne dis même pas 2 ans, parce que le ministre de l'accès à l'eau et l'énergie avait dit 2 ans, mais je vous dis, une fois que vous vous êtes posé cette question, que vous avez intimement et honnêtement la réponse à cette question, vous savez si dans 7 ans, vous n'aurez effectivement plus de problème d'eau et d'électricité. Vous savez, en fait, vous aurez la réponse à cette question. C'est juste ça que je voulais dire. Et je ne parle que de l'eau et de l'électricité, je ne parle même pas de la justice, la santé, le transport, etc. Bref. Merci. En tout cas, merci. Voilà, vous avez constaté, je ne fais pas trop de live. Je fais un live par semaine ou bien 2. Ça dépend, 2 c'est même trop. Parce que je ne suis pas là maintenant pour faire des lives matin, midi, soir comme avant. Je fais juste mes capsules, je poste.
Vous regardez, ça reste. J'ai fait les lives là parce que les gens qui sont sur YouTube, ils doivent voir les lives, les mamans, les papas là. Ils me demandent tout le temps, oh, faut nous faire les lives, oh, parce que nous, on n'est pas sur TikTok. Voilà pourquoi je fais. Donc on fait les lives pour parler des choses, des Gabonais tout le temps. C'est fatigant. Mais comme c'est le combat, on ne lâche pas, on continue. Et on dit aussi la répétition est pédagogique. À force de répéter, voilà, certaines personnes peuvent écouter et changer leur façon de faire. Voilà, mais malgré ça, on vous donne des conseils, vous ne comprenez pas. Partez toujours, faites ce que vous avez à faire parce qu'on vous donne les bas 5 000, les bas 2 000. Vous vendez tout un pays à cause de 5 000, 10 000. Vous n'êtes même pas, comment on appelle ça, intelligent d'aller même fouiller les choses pour se dire que non, est-ce que ce qui se passe là-bas est bon? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il respecte même les procédures? Non. Ce qui vous intéresse, c'est qu'Oligui-Nguema doit rester, Oligui-Nguema doit faire tout ce qu'il fait à la tête de notre pays. Il faut savoir que le Gabon restera, les hommes passeront. Oligui-Nguema passera. La personne qui viendra après Oligui doit mettre fin au kunabélisme, au népotisme, au clientélisme, à l'oligarchie, à la corruption. Ce sont ces choses-là qui gangrènent notre pays jusqu'à présent. Il y a plus de 60 ans, on sera toujours à l'intérieur. Ils ont fait juste un remplacement, enlever le nom d'Ali pour venir placer un autre qui n'a même pas mis l'homme gabonais au centre, qui vient faire la distraction matin, midi, soir. C'est pour aller faire les bas manèges. Non, n'importe quoi, casser les maisons des gens, traumatiser les gens, utiliser la ruse pour s'imposer au pouvoir, pour s'installer au pouvoir. Il faut continuer. Vous-même, vous allez récolter. Vous m'écrivez en privé, non? Vous payez matin, midi, soir. Est-ce qu'il est normal qu'en dans la 5e République, vous continuez à souffrir actuellement? Non. Toutes ces choses-là devaient être mises de côté. Vous devez vivre une nouvelle vie. Apparemment, vous êtes en train de vous-même vous enfoncer dans les problèmes. Ce n'est que le début. Donc, je vous remercie, on est ensemble.